Quand on parle de féminisme, on arrive très rapidement à cette question qui est à qui ou inné. C'est toujours une question un peu complexe à laquelle pas beaucoup de gens ont la réponse. Et pourtant, j'ai trouvé une personne qui avait la réponse. Elle s'appelle Marilène Patou-Matisse. Elle est préhistorienne et elle a écrit un livre qui s'appelle « L'homme préhistorique était aussi une femme ». Ce livre est tout simplement passionnant parce qu'il permet de déconstruire et de détricoter au fur et à mesure toutes les croyances et tous les imaginaires autour de l'homme et de la femme. Et donc, on a fait un épisode ensemble que vous allez pouvoir écouter, qui est, je crois, hyper intéressant, qui permet vraiment de comprendre. Même si vous verrez, Marilène prend énormément de pincettes, fait beaucoup d'hypothèses, en réalité, ça va vous permettre de vraiment saisir d'où vient cette idée de patriarcat, comment ça s'est installé, et comment étaient, pour commencer, les hommes préhistoriques, et du coup, comment s'est ensuite construit la relation homme-femme au fil de l'histoire. Je vous laisse écouter la conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Marilène. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Bon, en ce mois de presque décembre. Il fait pas chaud. Ouais. On peut pas dire. Non, j'ai adoré votre livre, vraiment. Et une des premières choses qui m'a marqué, je crois, en tout cas sur lequel j'ai envie de revenir, c'est l'imaginaire qui s'est construit autour de l'homme préhistorique. Avant qu'on aille autour de l'imaginaire qui s'est construit autour de la femme préhistorique, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'imaginaire autour de l'homme. Et ensuite, on ira sur la femme, parce qu'évidemment, c'est tout le sujet du livre, les imaginaires, évidemment. Donc, comment on imagine, vous qui êtes préhistorienne, comment on définit un homme préhistorique? C'est quoi les imaginaires autour de ça? Déjà, il faut voir que il y a on va dire un changement dans les imaginaires. Hein. C'est-à-dire que petit à petit, avec les travaux au cours des dernières décennies, il y a évidemment l'image des humains préhistoriques a changé. Mais on s'aperçoit malgré tout qu'il reste un fond quand même très, on va dire, un peu très archaïque, une vision un petit peu désuète, mais qui est encore profondément ancrée chez beaucoup de gens. Et ça, je pense que ça vient du fait que c'est une discipline qui est apparue tardivement, au XIXe siècle. Et qui est apparue en plus dans une période où on était au basculement entre le créationnisme, c'est-à-dire une vision où en fin de compte c'est Dieu qui avait créé toutes les espèces animales et bien sûr l'espèce humaine d'un seul coup, et puis ce changement très important avec Darwin, qui publie son fameux livre en 1859 et qui montre que non, il y a une évolution dans des espèces, et d'un seul coup on va voir arriver sur la scène, si j'ose dire, des espèces fossiles comme les dinosaures qui vont avoir beaucoup d'impact, et bien sûr aussi les premiers humains fossiles. Et il va y avoir une espèce de mélange entre les deux. C'est pour ça qu'on a pendant très longtemps, plusieurs dizaines d'années, jusqu'au début du XXe siècle, on a des représentations, même encore des films, qui montraient les dinosaures avec les humains préhistoriques, parce que c'était quelque chose de fascinant, de nouveau, et aussi c'est un mélange à la fois d'envie, de partager la vie de ces héros entre guillemets, et puis la peur, quoi. C'est-à-dire que la peur de ses origines, voilà, où il y a la violence, où en fin de compte il y a autour de nous c'est une nature hostile, on doit vaincre des animaux farouches. Donc voilà, c'est quelque chose qui a pris beaucoup au XIXe siècle, parce qu'il y avait une construction savante, évidemment, par les premiers préhistoriens et paléontologues, mais aussi tout de suite les peintres, les écrivains se sont emparés de ce sujet. Et ils ont fait des représentations de ces périodes-là qui, là aussi, ont fasciné donc les gens et qui étaient pour tout le monde. C'est-à-dire que il y avait les magazines illustrés, et donc beaucoup de gens pouvaient voir ces représentations, et c'est rentré comme ça, c'est passé du savant au grand public, et c'est resté dans les mémoires. Et on n'a qu'à poser la question encore maintenant. Je suis des fois un peu attristée d'entendre ça, mais c'est comme ça. On pose la question: comment vous voyez les humains préhistoriques, nos ancêtres et tout? À chaque fois, on dit: oh bah oui, ils sont toujours en train de se battre, voilà, et ils sont aussi en train de vaincre des sauvages, des primitifs, des archaïques, sont en train de
de vaincre aussi. Ils ont un côté héros et viril puisqu'ils vont affronter les mammouths, les tigres à dents de sabre. Donc on est vraiment totalement dans une fiction. C'est vraiment une préhistoire mythique. C'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant de voir et que ça a perduré en plus. Ça a perduré. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même la naissance de la préhistoire en tant que discipline scientifique, c'est vers 1863. Et encore maintenant, plus de 150 ans après, on est encore beaucoup dans l'imaginaire. Et c'est ce qui a construit l'imaginaire autour de la virilité, quelque part? Ah oui, tout à fait. Enfin, tout ce que vous décrivez, c'est un peu l'homme viril, en tout cas dans l'imaginaire, enfin dans l'imaginaire de la société patriarcale encore aujourd'hui. Voilà, c'est l'archétype de l'homme viril, quoi, quelque part. Exactement, c'est-à-dire que en fin de compte, on va s'apercevoir, par exemple, si on prend les ouvrages, hein, parce que vers les années 1880 va naître une fiction très importante, ce qu'on appelle le roman préhistorique, notamment la guerre du feu. Hein, tout le monde connaît la guerre du feu. Et là, dans tous ces romans, jusqu'à au milieu du XXe siècle, ça va être toujours le héros. Le héros va être masculin, évidemment. Donc à l'arrière-plan, toujours les femmes sont à l'arrière-plan, où les femmes sont sujets. Voilà, ils sont sujets, on va dire subordonnés quelque part aux hommes, c'est-à-dire qu'elles sont là pour mettre en valeur la virilité masculine parce qu'elles vont être sauvées d'une bête féroce grâce à eux, etc. Donc on est vraiment dans cette image où c'est l'homme a une fonction importante au niveau économique, hein, c'est lui le grand chasseur. C'est lui qui rapporte la nourriture dans la grotte. On a beaucoup comme ça d'images de représentation. C'est lui qui va défendre la famille, le clan contre d'autres clans qui sont très 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 méchants, hein, voire des cannibales. On est vraiment dans ça, c'est-à-dire qu'il est le défenseur, il est celui qui au niveau économique fait vivre le clan. Donc la femme est en retrait, elle est là. D'abord même dans les peintures, on voit très bien, elle est souvent en arrière-plan, et donc elle est là essentiellement à l'intérieur de la grotte ou à l'intérieur d'un campement avec ses enfants. On a toujours cette représentation, et dans les romans, voilà, elle est sujet à des rapts, etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui reflète, en fin de compte, la société du 19e siècle, qui est extrêmement patriarcale, parce que la préhistoire, non seulement c'est au 19e siècle que ça se développe, mais aussi en Occident. C'est-à-dire que la préhistoire, elle est vraiment en Europe occidentale même. Donc, tous ces précurseurs sont évidemment dans un système patriarcal, donc ils vont calquer leur modèle, leur système, leur comportement de leur société sur ces sociétés. Donc, des humains préhistoriques, ils vont vraiment faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont mettre la femme à l'intérieur, hein, du campement, comme elle est à l'intérieur de la maison, et avec des activités qui tournent essentiellement, en fin de compte, à la procréation et à l'éducation des enfants en bas âge. Voilà, donc ils vont faire ce schéma qui va être très très prégnant et qui va rester très longtemps. Et d'ailleurs, vous parliez d'images. Moi, il y a une image à laquelle vous faites référence dans le livre et qui est en fait que moi aussi j'ai dans la tête parce que je pense que je l'ai apprise, je l'ai vue sans doute dans les livres d'histoire de cet homme qui traîne cette femme par les cheveux. Et c'est un peu l'image qu'on a de l'homme préhistorique, c'est-à-dire c'est une domination extrêmement forte de l'homme sur la femme. Et tout ça, c'est aussi de l'imaginaire, parce que c'est un imaginaire, ce que vous disiez, qui a été développé au 19e siècle au final. Oui, tout à fait. Et puis ça a perduré, parce que là, par exemple, on a le film de Buster Keaton, Les Trois âges, donc 1923, où on voit cette image. C'est-à-dire qu'on le voit en train de traîner une femme par les cheveux. Et alors, ça prend racine au 19e siècle. Et j'ai essayé de chercher d'où venait cette image, et je fais une proposition dans mon livre, une hypothèse. Je pense que ça vient d'une illustration de Barbe Bleue, en fin de compte. Parce qu'il y a une illustration qui montre que justement Barbe Bleue est en train de tirer une des femmes pour la faire monter là dans le donjon. Il la tire par les cheveux. Donc je pense que ça a été très inspiré c'est peut-être ça qui a donné cette inspiration et qu'on va retrouver beaucoup. Et là, l'imaginaire aussi de l'humain préhistorique que là aussi je combats depuis un moment. J'avais fait un livre autour de justement pas seulement la femme mais de nos ancêtres. C'est de voir qu'ils sont toujours avec une peau de bête,
qui est jeté comme ça négligemment sur leurs épaules, alors qu'on sait maintenant que ils avaient des vêtements, bien sûr c'était en peau animale, en fourrure, etc., mais qui étaient extrêmement travaillés, c'était cousu, il y avait des liens, etc. C'est pas une peau comme ça jetée. Donc voilà, et on les représente aussi toujours avec une massue. Donc une arme archaïque, la massue. Alors en réalité, on sait qu'ils avaient énormément des armes de chasse extrêmement sophistiquées. C'était des grands artisans de la pierre. Donc voilà, il y a tous ces clichés dans la caverne, alors qu'on sait là aussi qu'ils vivent pas dans la caverne, mais à l'entrée, et ils vivent aussi beaucoup des campements de plein air. Bref, il y a tout un tas de clichés qui étaient là un petit peu pour aussi valoriser la période moderne. C'est-à-dire que au 19e siècle, c'est vraiment la période, le paradigme de l'évolution progressive et unilinéaire de la société. Donc tout ce qui est plus c'est vieux, plus c'est archaïque, plus c'est primitif. Parce que comme ça permet de montrer que notre époque, elle est super, quoi. On a fait plein de choses, on a super évolué, on est absolument sensationnel, on est géniaux. Voilà. Donc, si vous voulez, l'écart, plus vous le faites grand, plus vous valorisez votre société actuelle. Et donc, on était dans ces paradigmes. Maintenant, on sait que tout ça, c'est faux, puisque c'est, que ça soit biologique ou ça soit culturel, on voit que tout est buissonnant. Il y a eu plusieurs espèces humaines en même temps, il y a eu plusieurs cultures en même temps, donc tout ça n'est plus linéaire, en tout cas pour les professionnels, pour les archéologues et préhistoriens. Mais vous voyez, on était dans ça aussi, donc c'est normal qu'il fallait qu'on représente ce qui pouvait faire penser à tout ce qui est primitif. Donc évidemment, on va mettre la violence, on va mettre l'absence de langage. Pendant très longtemps, voilà, c'était des bruitages pour représenter la langue. Voilà, c'était aussi le cannibalisme. Donc c'était en lien avec ce côté primitif, ancien, donc archaïque et peut évoluer, donc il va falloir on s'est civilisé au fur et à mesure du temps, et c'était ça qui était à mon avis aussi en dessous, quand c'était le paradigme qui portait un petit peu tout ça. Et alors du coup, si on revient à la réalité, je serais très curieux que vous nous expliquiez ce qu'était la réalité de l'homme préhistorique, mais surtout du rôle des femmes dans cette société préhistorique. Donc avant, on va parler aussi du rôle de l'agriculture et de la sédentarisation, mais donc on est bien avant. C'est quoi finalement l'homme préhistorique, et c'est quoi le rôle des femmes dans l'art, dans la chasse, etc. Alors déjà pour resituer un petit peu, parce on risque d'être un peu perdu, parce que malheureusement on dit souvent la préhistoire. La préhistoire, ça veut rien dire. La préhistoire, c'est générique, c'est un grand terme, mais à l'intérieur, si vous voulez, il y a deux grandes périodes. Donc avant l'histoire, bon, c'est un peu péjoratif, mais on va dire avant l'écriture. Donc on a deux grandes périodes. La période là qui nous intéresse, parce que c'est la période la plus lointaine, la plus proche des origines de nos sociétés. Donc on appelle le paléolithique, et c'est là où nous sommes des peuples chasseurs, cueilleurs, nomades. Donc c'est une économie basée sur la prédation. On prend tout ce dont on a besoin dans la nature, et on n'est pas sédentaire, on ne stocke pas, etc. C'est tout à fait une vie proche de la nature et dans la nature. Et après, donc cette période, si on prend très 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 lointain, ça peut commencer à la séparation des premiers hominines avec les chimpanzés, c'est 8 millions d'années. Mais nous, ce qui nous intéresse, où on a vraiment quand même des documents qui nous permettent de travailler sur les comportements, là, moi, j'ai travaillé à partir de 400 000 ans, on va dire jusqu'à 12 000 ans. Donc ça, c'est toute cette période, chasseurs-cueilleurs, nomades. C'est là aussi où on va faire des grandes peintures, Lascaux, Chauvet, etc. Et puis, à l'intérieur, il y a beaucoup de cultures. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre aussi en lumière dans mon livre. Il faut arrêter de parler de la société préhistorique. Ça n'a pas de sens. Il y a des sociétés très différentes. Les sociétés de ces périodes-là, en Afrique, en Asie, en Europe, ce ne sont pas les mêmes. On voit bien au niveau des objets que l'on trouve, parce que on s'appuie sur
des vestiges archéologiques, c'est-à-dire on fait des fouilles, on sort des objets, on sort des outils en pierre, on sort aussi bien sûr des squelettes humains, on sort les animaux, donc on sait comment ils chassaient, ce qu'ils chassaient, etc. On regarde, on étudie tous l'art qu'ils ont laissé, aussi bien la statuaire que sur les parois des grottes. Bref, c'est à partir de ça qu'on analyse. Donc là, on est dans cette grande période. Et puis, il va y avoir, à partir de à peu près il y a 14 000 ans, ça commence au Proche-Orient, il va y avoir des humains, des sociétés qui vont domestiquer, qui vont sédentariser déjà, et puis ensuite qui vont domestiquer les plantes et les animaux. Ils vont devenir donc des producteurs. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est un changement radical de l'économie. Donc voilà, c'est ces deux grandes périodes. Et donc évidemment, c'est des sociétés complètement différentes au niveau de l'économie. Mais là aussi, il faut bien voir que c'est pas partout au même moment, etc. Tout ça, ça prend du temps. Et il y a des peuples qui sont restés d'ailleurs chasseurs-cueilleurs jusqu'à il y a pas si longtemps. Et donc on a ces deux grandes périodes. Et là, ce dont on parle pour essayer de comprendre comment les choses se sont mises en place entre les hommes et les femmes. Donc, c'est cette période ancienne où ce sont des peuples chasseurs-cueilleurs nomades. Alors, ce qu'on constate, c'est que évidemment, on a énormément d'éléments pour parler de leur comportement de subsistance, comment ils chassaient, comment est-ce qu'ils mangeaient, etc. On a maintenant beaucoup d'outils qui permettent les datations, qui permettent l'analyse aussi de leur environnement. Parce que là, dans ces périodes-là, faut savoir qu'en Europe, c'est l'alternance des phases glaciaires et interglaciaires. Bref, on arrive à bien comprendre le contexte. Mais dès qu'on s'intéresse à quelque chose qui ne s'appuie pas forcément sur des preuves, sur des vestiges archéologiques, c'est plus difficile, notamment, évidemment, les structures sociales. Pour nous, qui travaillons sur ces périodes anciennes, c'est très difficile de mettre en évidence la structure sociale de ces sociétés. On n'a pas de témoignages, vous voyez, c'est très très compliqué. Donc on a essayé quand même de réfléchir et de dire est-ce que ce que l'on voit dans la plupart des sociétés historiques où il y a une division sexuée du travail, est-ce que ça existait pendant ces périodes-là très anciennes? Et alors là, qu'est-ce qu'on peut regarder? Eh ben c'est difficile parce que qu'est-ce qui peut montrer ces divisions? Quasiment rien. Quasiment rien. Pourquoi? Parce qu'un outil, un beau biface, par exemple, etc., peut tout à fait être expliqué. Je peux vous dire quel est l'humain qui l'a, en tant qu'espèce, qui l'a taillé. Je peux vous dire son âge. Je peux vous dire la chaîne opératoire pour arriver à ça, de la pierre brute jusqu'à ce biface. Je peux vous dire parfois même si c'est un droitier ou un gaucher. Mais je pourrais jamais vous dire qui a fabriqué cet outil, qui le tenait dans sa main, qui a taillé. On n'a pas d'indice. Et ce que on essaie de montrer, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que malgré qu'on n'ait pas d'indice, on a décidé, comme ça, par des présupposés, des préjugés, que c'était des hommes. Mais il n'y a pas de preuve. La même chose pour l'art. L'art, que ça soit à Lascaux, Chauvet, etc. On peut pas dire on peut dire là aussi si c'est un droitier, un gaucher, si pour faire le plateau, la grande salle de Lascaux, ils étaient combien d'artistes, etc. Mais on peut pas dire si c'est des hommes ou des femmes. On n'a pas de preuves. Et pendant là aussi très très longtemps, on a dit ce sont des hommes. Et tout est là là-dedans. C'est-à-dire que notre grande difficulté, c'est de mettre en évidence, pour l'instant, de mettre en évidence qui fait quoi. Au paléolithique, c'est très très difficile. Donc j'ai essayé de contourner ça en regardant le statut, c'est-à-dire en essayant de voir est-ce que le statut des hommes et des femmes, ou en regardant aussi les incapacités, par exemple, à faire certaines activités. Ça, c'était un des arguments. On disait les femmes ne vont pas à la chasse, les femmes ne font pas des travaux durs parce qu'elles sont faibles, elles sont beaucoup moins musclées, etc. que les hommes. Et là, il y a eu il y a eu tout un travail qui a été fait, qui a montré que c'est pas vrai, qu'en fin de compte, il y avait beaucoup de femmes au niveau des squelettes et tout qui ont bien démontré ça, que les femmes étaient robustes, que certaines étaient extrêmement puissantes. Moi, je suis une spécialiste des Néandertaliens et des Néandertaliennes. Je peux vous dire que les Néandertaliennes ont une musculature très puissante.
Donc, d'un seul coup, ça a été tellement vérifié que avant, l'a priori de la robustesse faisait qu'on avait classé des squelettes robustes chez des hommes et les moins robustes chez des femmes. Et d'un seul coup, ça a été la grande vaste, parce qu'avec l'ADN, par exemple, on peut tout de suite, l'ADN nucléaire, savoir si c'est un homme ou une femme. Et ben voilà, l'homme de Menton est devenu la dame du Cavillon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était un préjugé. C'est-à-dire que voilà. Et du fait qu'elles sont robustes, qu'elles sont musclées, que parfois même on voit un développement plus important d'un bras que de l'autre, donc peut-être qu'elles pouvaient lancer des projectiles et tout ça, va nous inciter à dire attention. En fin de compte, ces femmes, non, elles pouvaient faire des activités qui demandent un peu de force, qui demandent de la robustesse, etc. Donc, on peut plus prendre cet argument. L'argument du cerveau aussi, évidemment. Hein. Maintenant, on sait très bien que c'est pas parce qu'il y a un plus petit cerveau que vous êtes moins intelligent. Donc, on a commencé à trouver. Et sur le statut, c'est pareil. Ou sur l'alimentation. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'alimentation. On voit pas de différence d'alimentation entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que on voit pas ce qu'on verra plus tard à la fin du néolithique et jusqu'à même des périodes très récentes, une alimentation sous-protéinée pour les femmes. On le voit pas. Là, l'alimentation, que ce soit les hommes ou les femmes, ils sont riches en viande. Hein. De toute façon, là, en plus, c'est vraiment des mangeurs de viande pour la plupart. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas ces différences de statut. De même, autre indice, au niveau des sépultures. C'est-à-dire qu'au niveau des sépultures, à ces périodes-là, on ne voit pas de différence entre les différentes sépultures. Il n'y en a pas plus riches en mobilier que d'autres, riches en parures que d'autres. Il n'y a pas du tout des différences entre les défunts masculins et les défunts féminins. Donc, tous ces indices nous permettent de dire qu'il n'y avait pas un statut inférieur de la femme par rapport à l'homme. Il n'y avait pas et ça c'est déjà une donnée extrêmement importante qui peut nous faire réfléchir sur justement que leur système était peut-être un système plus équilibré entre les hommes et les femmes que ce qu'on verra plus tard, et notamment avec bien sûr le système patriarcal. Voilà un petit peu les démarches qu'on a fait. Alors évidemment, pour aller plus loin, on essaie là aussi d'avancer. Et par exemple, par rapport aux peintures, on a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que là aussi, on ne sait pas pourquoi, c'était un présupposé, alors je sais pas basé sur quoi, les femmes, soi-disant, n'allaient pas dans le monde souterrain. C'est-à-dire qu'elles vivaient à l'entrée des grottes, sous les abris, mais elles pénétraient pas. Alors là, je sais pas sur quoi ils basaient leur argumentaire, mais franchement, bref, c'était ce qui était dit. Donc, si elles pénètrent pas dans les profondeurs souterraines, donc elles n'ont pas pu faire les peintures qu'on a retrouvées dans beaucoup de grottes. Et ben là, patatras que ça a fait, parce qu'en fin de compte, on a des analyses qui ont montré dans plusieurs grottes et dans plusieurs régions du monde d'ailleurs, qui ont montré qu'il y avait des mains féminines à côté de ces peintures. Donc, les femmes ont pénétré dans ces grottes. Il y a des mains masculines aussi, bien sûr. Alors, pourquoi ne pas envisager que la main qui est sur les parois, c'est des mains, vous savez, de style pochoir, hein, on met sa main, on crache le pigment, on enlève sa main. Pourquoi ne pas imaginer que le cheval qui est pas à côté ait été fait par des femmes? Pourquoi voulez-vous qu'elles aient mis leurs mains et qu'elles se soient sauvées en courant? Donc, je pense, mais oui, parce que vous vous dites, mais attendez, expliquez-moi. Donc, c'est en montrant qu'en fin de compte, si vous voulez, qu'il y a des indices d'autres choses, évidemment d'autres systèmes que ce système initial de patriarcal, de division sexuelle du travail, que c'était peut-être tout à fait autre chose, qu'il faut prendre du recul et ne pas vouloir absolument que notre système à nous ait déjà existé depuis les origines, puisque pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui le montre. Il n'y a rien qui montre qu'il y a un système matriarcal, mais il n'y a rien qui montre qu'il y a un système patriarcal dans ces sociétés très anciennes. Et c'est hyper important de le dire, parce qu'en réalité, l'argument souvent qui est utilisé, c'est oui, mais
si le patriarcat c'était pas naturel, on verrait quand même des modèles de matriarcat quelque part. Alors bien sûr, il y a 3-4 exemples en Chine, ailleurs, mais quand même majoritairement, très majoritairement, les systèmes sont patriarcaux. Et du coup, là, ce que vous nous dites, c'est que dans cette période de l'histoire humaine, déjà, il y a, enfin, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il y a aucune preuve que c'était patriarcal, comme il n'y a pas de preuve que c'était matriarcal non plus. C'était sans doute très égalitaire. Et aussi tout ce que vous déconstruisez, je trouve, qui est hyper intéressant autour de l'homme qui est là pour protéger la femme, de la femme qui reste à la grotte pour s'occuper des enfants, de la femme qui obtient les restes de la nourriture et c'est pour ça qu'elle est plus chétive, etc., etc. En fait, tout ça, on peut quasiment le jeter à la poubelle. Enfin, j'ai l'impression. Oui, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport au matriarcat. Moi, le problème du terme matriarcat me gêne parce que le matriarcat, c'est un terme qui est récent et qui a été fait en versus du patriarcat. Le patriarcat, si vous voulez, c'est un système qui existe en soi. Il est même codifié, il est dans les lois. Dans la loi, que ça soit le code romain ou le code Napoléon, c'est marqué noir sur blanc que la femme dépend de son père, puis de son mari, et si son mari meurt, de ses fils. Donc, elle est subordonnée. Si elle est mineure, elle est considérée comme mineure, c'est pour ça qu'elle a plein de choses qu'elle peut pas faire, etc., toute seule. Bref, c'est écrit. C'est ça, le système patriarcal. C'est un patriarche qui gouverne tout ça. Et d'ailleurs, si on prend les Romains, il y avait même les esclaves, au sein de tout ça, hein. Le patriarche régnait sur la familia, et la familia, il y avait même les esclaves qui étaient inclus. Mais revenons au matriarcat. Donc, ça a été construit comme ça. Et matriarcat, si on prend ça, ça veut dire qu'il y aurait une dominance des femmes sur les hommes. À part, comme vous l'avez dit très justement, de rares sociétés, notamment asiatiques, où il y aurait vraiment ça, c'est très rare. Mais par contre, quelque chose de très important, il y a eu beaucoup, et ça a des fois été appelé matriarcat d'ailleurs, il y a eu des confusions, beaucoup de sociétés, en Asie et en Afrique notamment, peut-être en Amérique du Sud, je connais moins, qui étaient des sociétés matrilinéaires. C'est-à-dire que c'est les femmes qui vont transmettre le nom, qui vont transmettre les biens, qui vont transmettre les savoir-faire et tout ça, mais sans pour ça avoir une dominance sur l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait différent. Et ça, par contre, il y en a eu beaucoup. Et je pense que dans ces sociétés très anciennes, on peut tout à fait émettre l'hypothèse qu'il y avait des sociétés, en tout cas certaines de ces sociétés préhistoriques, comme je vous l'ai dit, elles sont multiples, elles étaient probablement matrilinéaires. Parce que à cette époque-là, la seule chose dont on est sûr, c'est que le bébé, il sort du ventre de la mère. Voilà, ça on est sûr. Par contre, c'est des grandes questions actuellement mais j'espère qu'un jour on arrivera à trouver des réponses, mais ça c'est très difficile. Qu'on se pose, c'est de savoir à partir de quand la notion de père apparaît. Parce que là, quand on est dans un système clanique de groupe où en fin de compte vous êtes entre 30 et 50 personnes et qu'en plus là on vient de mettre en évidence pas mal de sociétés, notamment néandertaliennes, où il y a de la consanguinité assez forte. Donc ça veut dire que les relations étaient multiples, avec multiples partenaires et même des fois de parenté proche. Oui, et puis donc, parfois il y avait cette croyance. Pardon. Voilà. Bien sûr. Et donc, si vous voulez, ça montre que cette notion, c'est peut-être plus tardif qu'on le croit. C'est peut-être plutôt au néolithique, par exemple, où cette notion va être plus marquée. Mais au départ, déjà, on s'interroge même de savoir quand est-ce que l'homme a pris conscience. Enfin, la société a pris conscience que l'homme participait à la reproduction. Là aussi, c'est pas évident, parce qu'entre le coït et puis la naissance, c'est 9 mois. Et quand vous êtes entouré que d'animaux sauvages, c'est pareil, vous les voyez pas, hein. Vous voyez par exemple le rut qui a lieu en automne pour les cerfs et l'éléphant il naissent en juin. Donc quand on s'interroge sur ça, alors est-ce que c'est instinctif, est-ce que ceci, est-ce que ça, mais en tout cas la notion de père c'est encore autre chose que géniteur, et là c'est complexe. Donc savoir qui est le père dans ces sociétés-là, c'était peut-être pas évident, et c'était peut-être pas, c'était pas la famille, il y avait pas ces notions-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que on ne peut pas
se mettre enfin, calquer nos types de société, nos réflexions actuelles, notamment sur cette notion très dichotomique entre les hommes et les femmes. La dichotomie est énorme. C'est nos sociétés qui ont mis cette différence fondamentale. Mais voilà, c'est nous. Donc, il faut peut-être essayer de prendre un peu de recul, de changer de perspective et d'imaginer peut-être que quelque chose complètement différent. Et je crois que ça, c'est important. C'est hyper important. J'allais vous dire tout à l'heure, il y a eu cette société que j'avais entendue où les femmes avaient cette croyance que, en fait, il fallait qu'elles prennent. Alors, il y avait déjà sans doute cette notion de géniteur, mais il fallait qu'elles prennent la puissance de tous les hommes du village. Donc, elles faisaient l'amour avec tous les hommes du village, en se disant que l'enfant prendrait la puissance de tous ces hommes. Et donc, il n'y avait pas de notion de père, puisque par définition, ils étaient multiples. Bien sûr. Et vous voyez bien que c'est difficile de construire un système patriarcal quand on ne sait pas qu'il y a le père. Alors donc, mais exactement, par essence. Et alors, c'est pour ça que je suis un peu agacée quand des gens disent non, c'est toujours été le système patriarcal. Mais je suis désolée, ils prouvent rien, ils montrent rien. C'est pas parce que actuellement, on me dit oui, mais regarde les sociétés, les dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs, qui vivent encore, enfin il y en a plus beaucoup, on les a tous un peu exterminés, mais regarde, il y a la division sexuelle du travail. Mais je leur dis, écoutez, d'abord, en plus moi j'ai un grand respect pour eux, j'ai vécu avec les San du Kalahari, donc pour moi ce sont pas des humains préhistoriques. Ils ont au moins 10 000 ans au-dessus d'évolution, ils sont pas restés figés au paléolithique. Donc, ils ont une histoire. Donc, comment vous pouvez imaginer, c'est pas parce qu'ils ont gardé une économie de chasse et de cueillette. On voit bien que dans leur façon de concevoir le monde, ça a changé. Par exemple, moi, les San chez qui j'étais au Botswana, ils font plus de peinture alors que leurs ancêtres faisaient des peintures extraordinaires sur les parois. Ils en font plus parce que leur cosmogonie a changé. Leur structure sociale a probablement évolué. Donc, je pense que c'est un biais méthodologique. On peut pas appliquer ça, parce que c'est ça l'argument majeur en ce moment. On n'est plus au 19e, donc là c'est vraiment ça. Ils disent oui, mais regarde, dans les dernières peuples chasseurs-cueilleurs, c'est comme ça. Bah oui, mais enfin ça veut rien dire du tout, parce que ce sont pas des humains fossilisés de la préhistoire. Donc il faut faire extrêmement attention. Et là, pour notamment ce système patriarcal, il ne peut exister si le père est reconnu. Voilà, s'il n'y a pas de père reconnu, je vois pas comment on peut dresser. Alors ils disent oui, mais là on entend au sens de la domination des hommes sur les femmes, sans rentrer dans la notion même du terme patriarcat. La force, etc., etc. Voilà, et donc c'est une domination. Mais ça, je pense qu'il faut faire extrêmement attention, parce que si on commence à dire que le patriarcat, ce système-là, il est anthropologique, il est originel, alors ça veut dire que c'est naturel. Donc on peut pas le changer. Moi je crois pas du tout. Moi je pense qu'il est culturel, et parce qu'il apparaît à un moment donné. C'est pour ça que c'est un livre que j'espère optimiste, pour dire mais c'est pas inscrit dans le marbre pour l'éternité. Je pense qu'on peut on peut modifier, bien sûr. Bien sûr. Et justement, donc vous avez parlé de cette période près 14 000 ans. Et en fait, il y a 14 000, 10 000 ans, il y a l'agriculture et donc la sédentarité qui est arrivée. Ça a été quoi le rôle de l'agriculture et de la sédentarisation du coup sur les femmes? Parce que j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que finalement que ce mode de vie où la femme reste à la maison un peu plus en tout cas est arrivé. Mais peut-être que je me trompe. Alors ça c'est une période très intéressante. Alors déjà il faut voir que on va avoir au niveau là aussi, j'en ai pas encore parlé, mais qui est importante, c'est que pour le statut des femmes, le statut social des femmes, c'est que si on prend dans l'art paléolithique, que ça soit la statuaire ou que ça soit sur les parois, l'art pariétal, bon c'est essentiellement des animaux à ces périodes-là, mais quand il y a des humains, c'est 80 à 90%, ce sont des femmes ou des représentations féminines. Donc là aussi, ça veut dire quelque chose. Donc c'est important. Tout le sacré entre guillemets, tout l'art, toutes ces statuaires, c'est des femmes ou des vulves, etc., des représentations féminines. Donc là, il y a une importance très forte. Et beaucoup, c'est lié aussi à la reproduction, à la fécondité. Et on va voir ça qui va d'ailleurs perdurer dans la société néolithique,
où on va voir apparaître là aussi ces statues qu'on a appelées des déesses mères, etc., des divinités féminines sacralisées. Et donc là, on a quand même ce côté qui est très très important et qui est lié peut-être en partie dans certaines sociétés à cette fécondité, à la reproduction, voilà, qui est liée à la maternité. Et donc l'importance de l'enfant quelque part dans ces sociétés, parce que l'enfant va représenter l'avenir du clan. Dans ces sociétés, notamment paléolithiques, il y a pas de biens, il y a pas de ça, des choses à transmettre. C'est que le clan, en tant que clan, perdure, et c'est bien sûr à travers les enfants. Et comme ils sortent du ventre de la mère, donc bien sûr la mère est aussi importante, puisque c'est elle qui donne naissance aux enfants. Donc, on a ça qui va durer au néolithique. On va avoir cet art qui va quand même continuer jusqu'à la fin du néolithique. Et à la fin du néolithique, il va être remplacé. Certaines divinités féminines vont rester, mais ça va être remplacé par les divinités masculines. On va voir apparaître le masculin. Donc ça aussi, on voit qu'il y a un changement. Mais revenons à l'économie. Dans cette économie, il va y avoir bien sûr l'apparition très très importante de l'agriculture. On le voit très bien que cette agriculture va produire des surplus alimentaires, puisqu'on va avoir des silos à grains, on va avoir on voit que les villages, les campements deviennent des villages, s'agrandissent, etc. On va avoir les silos qui apparaissent. Et petit à petit aussi, on va voir apparaître des palissades, des fossés. Donc, vous voyez, d'un seul coup, on voit apparaître ce qu'on n'avait absolument pas dans les campements, la défense des campements. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et alors, dans ces silos, il y a ce grain en surplus. Et une des hypothèses qui a été proposée, c'est qu'il lie la femme plutôt à la cueillette au paléolithique, et donc elles se seraient aperçues, les femmes, en ramenant les végétaux, les graminées sauvages au campement, et il y en a des graines qui tombent sur le sol et ça germe. Donc l'hypothèse de certains collègues qui travaillent sur le néolithique, c'est que l'agriculture c'est très lié aux femmes et que ça serait peut-être elles-mêmes les inventrices de l'agriculture. Donc qui prend naissance, je le rappelle, au Proche-Orient. Et donc elles vont là aussi s'occuper beaucoup de tout ce qui est en lien avec l'agriculture. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré, justement, en travaillant sur les squelettes féminins. Je pense à des travaux qui ont été menés en Roumanie sur presque de 100 squelettes féminins, qui montrent qu'elles faisaient tout, le labourage et aussi jusqu'au broyage des grains, etc., parce que ça laisse sur le squelette des empreintes, des petits traumas sur les os qui montrent les activités. Et donc voilà, elles sont très très prises par ça. Et elles vont être prises aussi évidemment par les enfants, parce que la sédentarité va faire l'explosion démographique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc il va y avoir plus d'enfants. Et donc, probablement que elles vont être très prises par ces deux activités majeures, l'agriculture et l'éducation, enfin bien sûr aussi tout ce qui est lié à l'éducation des enfants, aussi bien jusqu'au sevrage. Et donc, ça va prendre énormément de temps. Et peut-être que la protection, en fin de compte, justement, des biens, notamment des céréales et tout, va être faite par les hommes. C'est une des hypothèses. D'un seul coup, il va y avoir, parce qu'on voit apparaître des nouvelles castes, la caste des élites, et puis dans ces castes, on va avoir les guerriers qui vont apparaître, et aussi, il y a à peu près 4500 ans, les esclaves, parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher ailleurs des travailleurs, parce que le village lui-même ne peut plus s'occuper de tous les champs qui s'agrandissent. Et donc c'est une des hypothèses. Pourquoi d'un seul coup tout ce qui est protection liée aussi à la défense, etc., va être pris par les hommes. Donc c'est une des hypothèses. Et bien entendu, quand vous entraînez les enfants masculins à la guerre, quand là aussi on va voir apparaître une alimentation un peu différente qui se met en place entre les hommes et les femmes, plus de protéines là aussi pour les hommes. Tout ça va faire que évidemment ils vont prendre possession de ce côté un peu armé des choses, de défense, de virilité, comme on dit maintenant. Et voilà, c'est une des hypothèses, et que ça évidemment va jouer sur la domination des femmes.
Parce Donc qu'évidemment, pardon. voilà, parce que ça va arriver progressivement vers la fin du néolithique. C'est vrai que là, probablement que le système de domination masculine se met en place. Et, et les hommes vont prendre un peu tout ce qui est extérieur, tout ce qui est pouvoir, et laisser aux femmes, bon, l'agriculture et les enfants. Et donc, c'est en tout cas, des explications qui a été apportée pour voir s'instituer ce système de domination, donc, des hommes sur les femmes, avec cette nécessité aussi pour les hommes, justement, de contrôler le corps des femmes, parce que évidemment les élites et tout qui vont avoir des biens, vous pensez bien que puisque les hommes sont armés, c'est probablement eux qui prennent ce pouvoir. Il faut qu'ils transmettent à leur descendance. Donc il faut qu'ils soient sûrs de cette descendance. Ouais, donc sûr. Là, voilà, parce qu'on est toujours sûr de la mère, mais pas toujours du père. Donc là aussi, c'est un peu l'enfermement quelque part, hein, dans la maison, quoi, dans la maisonnée au sens du domus, hein, romain, que va se passer toute cette affaire-là, quoi. C'est-à-dire que là, il faut contrôler. Et donc probablement dans ces périodes, surtout vers la fin du néolithique, va se mettre en place ce système de domination, pas partout. Là aussi, il faut être prudent et arrêter d'essentialiser tout ça. Dans certaines sociétés, etc., va se mettre en place ça, et ça va s'accentuer. C'est assez frappant. Ça va s'accentuer avec l'arrivée du métal. Et avec l'âge du bronze, hein, où là vraiment on devient où la guerre va devenir une institution. Donc on sent que voilà, la statuaire est très masculine. Beaucoup de statues portent un poignard. Hein, donc on est dans un autre monde. Hein, c'est plus les femmes enceintes. Là on est dans autre chose. Et on voit ce changement. Et les éleveurs aussi qui arrivent ont l'air d'être un peu plus dans ce système aussi patriarcal que plus que les agriculteurs. Donc voilà, on sent que là il se passe quelque chose, et je pense que là aussi la prise de conscience de la participation de l'homme à la procréation devient évidente avec les animaux domestiques, hein, puisque les animaux à l'époque domestiques vivaient au milieu des hommes. Et là, évidemment, que on voit très bien un petit cochon noir femelle, un petit cochon rose mâle, ou inversement. Eh ben, vous avez qui donne des noirs et roses, quoi. Donc là, quelque part, il y a quelque chose d'une évidence qui apparaît et qui va conforter ou peut-être faire prendre conscience du rôle du géniteur mâle, quoi, dans la procréation. Une question que je me pose, mais vous y avez partiellement répondu. Comment on en arrive à Freud, c'est une phrase que vous citez au début du bouquin, qui dit que la femme est l'ennemi de l'homme. Enfin, en fait, comment on en arrive à une situation où la moitié de l'humanité devient l'ennemi de l'autre? C'est complètement fou. En fait, quand on y pense, c'est fou, en fait. Oui, c'est-à-dire, il y a eu plein d'hypothèses en disant, mais pourquoi il y a cette domination? Parce que c'est vrai que moi, si je pense qu'elle n'est pas originelle, je suis quand même pas d'une naïveté totale en disant que ça n'existe pas. Hein, je veux dire, tous les jours, voilà. Donc c'est vrai que c'est un système qui a bien marché, hein. Voilà, qui s'est bien installé un peu partout. Hein, voilà. Elle est bien là, ouais. Elle est bien là. Donc il faut pas se cacher la vérité. Et donc là, il y a eu plusieurs hypothèses sur ça. C'est-à-dire qu'il y a l'hypothèse qui est la plus simple, enfin qui vient tout de suite à l'esprit. Je suis pas sûre que ça soit la bonne, mais du fait que les femmes ont ce rôle très important dans la procréation. Donc il y aurait un peu cette jalousie, je sais pas si on peut prendre ce terme un peu, mais un peu simpliste, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça serait à cause de ça, en fin de compte, voilà, ce qu'aurait où les hommes se sentiraient inférieurs ou bien mal lotis, si j'ose dire. Enfin bref, que ça serait par rapport à ça. Mais
c'est un peu simple. Je veux dire, c'est vrai que la femme donne, on dit toujours, hein, la femme donne la vie et l'homme donne de la mort, parce que souvent, qu'on les considère comme les chasseurs ou comme les guerriers, bon, mais c'est un peu facile parce que en fin de compte, là aussi, c'est nous canalisons. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, avec nos regards et notre biais. Alors, je peux paraître un petit peu dans le doute en permanence, mais il faut faire très attention parce que c'est là où on a nos limites. C'est-à-dire que on raisonne avec notre histoire, on raisonne aussi, voilà, dans l'histoire de notre société. Et donc là, on essaie de trouver des choses pour essayer de montrer ça. Mais c'est peut-être pas du tout ça. C'est peut-être quelque chose qui est plutôt qui serait lié au fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que je pense que c'est peut-être plus tardif à un moment donné, l'homme dès qu'il va comprendre qu'il participe à la procréation, en fin de compte, il va faire ce que Aristote et tous les auteurs antiques que je cite ont considéré la femme comme un réceptacle, un simple réceptacle. C'est-à-dire quelque chose d'inférieur dans le sens où sans le sperme, sans, en fin de compte, ce qui vraiment fait l'essence de l'humain, il y aurait rien. C'est un récipient, c'est un voilà. Et ça là les auteurs antiques nous ont bien servi. Hein. Voilà. Que ce soit Platon, Aristote. Exactement. Et moi je crois que ça me paraît plus intéressant, peut-être plus pertinent comme hypothèse que cette histoire. L'un donne la vie, l'autre la mort, tout ça, et que non, je pense que ça c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que quand même le fait que ça se développe partout dans des mondes, dans des civilisations différentes quand même. Voilà, qui sont pas, enfin, moi, je connais pas. Qui n'ont pas Internet et qui ne se communiquent pas entre elles. Exactement. Voilà. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, le fait de recevoir participe de l'infériorisation. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et là, peut-être que c'est ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, et aussi le fait, peut-être au départ, de dire, il faut absolument protéger l'enfant, donc on protège la mère. Donc, on va lui interdire de faire tout ce qui peut la mettre en danger. C'est-à-dire, il y a des activités, je prends la chasse, par exemple, et tout, qui sont des activités dangereuses, surtout ces périodes-là, hein, pour affronter des bisons, tout ça. Bon, donc là aussi, peut-être que ça va être sous-jacent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais elle va être considérée comme un bien, entre guillemets, un bien précieux, dans le sens où c'est elle qui donne la vie et donc qui font. Voilà, exactement. Et donc, il faut la protéger. Alors, c'est voilà, des fausses bonnes idées. Pas avec de bonnes intentions. Voilà, mais je pense que ça tourne plutôt autour de ça. Et je vous dis, à la fois, c'est l'ambivalence, hein, à la fois, c'est formidable. On va en faire, dans certaines sociétés, on va en faire une divinité presque, hein. La mère va être divinisée, elle va être sacralisée, la mère, hein. Et puis dans d'autres, on va dire oui, la mère est sacralisée, mais la femme, alors que la femme peut être mère, mais elle peut aussi ne pas être mère, mais la femme est souvent mère, mais la femme, elle est infériorisée. Parce que c'est ce que je montre au début de mon livre, hein. Je veux dire, faut voir que la femme, elle a été inférieure par ordre divin, c'est-à-dire que dans les textes sacrés, dans tout ça, c'est la femme toujours inférieure et subordonnée à l'homme. Et aussi dans l'interprétation, en tout cas. Bien sûr. Et après, par nature, c'est-à-dire par sa biologie. Ça, c'est les grands médecins, les anthropologues et tout, qui vont faire de la femme une hystérie, etc. C'est-à-dire dominée par son utérus, hein, dominée par ses sens, ça veut dire qu'elle n'a pas l'esprit créatif, qui est inférieur parce qu'elle a un petit cerveau, etc. Donc là, elle va devenir inférieure par nature à l'homme. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui tout ça combiné a assis complètement un système de domination masculine, et c'est un peu difficile à changer parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré, hein, depuis des siècles, que on a du mal à sortir de ça, même les femmes, hein, d'ailleurs.
Bien même sûr. les femmes. Il n'y a pas que les hommes. Et la contrepartie, là, je discutais justement suite à mon livre avec des hommes sur ça, mais moi, il y en a beaucoup qui me disent aussi que ce système est lourd pour eux. Le système de cette espèce d'imposer la virilité, c'est très lourd pour les hommes. De dire, mais eux, voilà, ils doivent pas pleurer, c'est toujours eux qui doivent gagner plus, qui doivent amener la nourriture. Enfin, dire, et tout ça, c'est là aussi. Et si vous n'êtes pas assez viril, vous êtes traité de tous les noms d'oiseaux. Et donc il y a vraiment voilà. C'est en fin de compte, je pense que c'est un système qu'il faut changer parce que il marche plus. Ça c'est sûr. Non, mais ça fait penser au mythe de la virilité d'Olivier Cazalet qui explique ça. Bien sûr, en fait, ce patriarcat, il fait souffrir les hommes autant que les femmes. Mais par contre, ce que vous disiez, c'est que évidemment, comme ce sont les femmes qui ont éduqué les enfants, on peut aussi considérer que les femmes ont aussi éduqué les enfants dans une somme de système patriarcal. Donc en fait, c'est tout le monde qui est compris dans ce système. C'est pas que les hommes. Mais c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que je suis aussi toujours prudente de pas mettre tout le monde tous les hommes dans le même sac en disant oh là là, parce que c'est vrai que moi, à force de lire et de lire, j'ai mis 3 ans pour ce livre parce qu'il y avait le côté préhistoire que je connaissais bien, mais j'ai vraiment été chercher des textes, etc. Donc ça m'a pris parce que je faisais ça, en plus de mon travail, en plus de mon travail, donc je faisais ça pendant les vacances le soir, etc. Et là, j'ai découvert ça. C'est vrai qu'à la fin, j'avais des hauts de cœur quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, dites donc, là, les hommes, vraiment, c'est trop, quoi. Et il y a vraiment eu trop de choses, puis même des choses d'abus, des choses terribles. Mais il faut pas mettre là aussi tout le monde dans le même sac parce que surtout actuellement, il y a aussi tout cet aspect de poids qu'on a mis aussi sur les hommes. Et c'est en ça qu'il faut convaincre les mères dans l'éducation des fils, des garçons. Elles doivent changer aussi, pas en faire des petits rois. Parce que je pense que là aussi, ça a beaucoup joué sur ça. Il faut dire non, il faut pas apprendre seulement à la fille de se protéger dans la rue. Il faut apprendre aux garçons de pas aller embêter les filles dans la rue. Vous voyez, évidemment. Il faut que ça change. Et c'est très important. Donc il y a les mères sont responsables dans le sens où, comme moi, je suis responsable en tant que mère. On est responsable de l'éducation qu'on va donner aussi. Donc c'est important. C'est ensemble qu'on doit changer. Et on parlait tout à l'heure de matriarcat, et en fait, le matriarcat, on parlait de matriarcat, mais là où je voulais aller, par exemple, c'est pas tant sur le matriarcat que sur pardon, j'ai oublié le mot. Matrilinéaire. Non, pas matrilinéaire non plus. J'allais prendre l'opposé de la fraternité. La sororité. La sororité, merci, pardon, je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Et en fait, dans la sororité, pour construire de la sororité, il faut des mythes et il faut des légendes communes. Parce qu'en fait, autrement, il n'y a pas vraiment de sororité. On en parle beaucoup, mais finalement, on se rend compte que elle est pas si présente que ça. Et en fait, justement, à la fin du livre, vous parlez beaucoup de mythes communs, de légendes féminines, vous parlez des éternels rebelles. J'aimerais bien qu'on parle de ça aussi, parce que, en fait, c'est de là-dessus qu'on peut s'appuyer pour reconstruire un mythe, ou en tout cas, une société qui serait pas aussi patriarcale qu'elle est aujourd'hui, je pense. Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fin de compte, je me suis aperçue par ces recherches que il y avait plein de femmes à plein d'époques qui avaient même pignon sur rue, qui étaient reconnues et que on a effacé. Et notamment le 19e siècle, les historiens du 19e siècle ont construit un roman national sans les femmes. On a gardé Jeanne d'Arc, bien, mais c'est tout. Oui. Donc, ça a été gommé. Et quand on se replonge, quand on regarde tout ça, et mes collègues historiennes font un travail formidable en ce moment, ou même des artistes, ils redécouvrent des scientifiques, des artistes, etc. Et on s'aperçoit qu'il y en a toujours eu. Et que même, moi j'ai découvert qu'à certaines périodes, les femmes, c'était mieux de vivre à ces périodes-là que de vivre au 18e ou au 19e siècle. Voilà, je pense que la femme celte était à mon avis mieux considérée que la femme au 19e siècle, était beaucoup plus libre à d'autres périodes. Donc je pense que c'est ça qui est important, de montrer aussi que même ce système de domination il a oscillé, il a varié, il n'a pas été toujours avec la même force, etc. Et je suppose en plus que dans beaucoup d'autres pays
voilà, moi je connais pas suffisamment, mais il faudrait regarder sur d'autres continents, en Asie ou en Afrique. Je suis sûre qu'il y avait pas forcément cette domination, que cette domination, elle s'est peut-être accrue là aussi au fil du temps. Peut-être avec l'influence de certains pouvoirs, notamment peut-être aussi le pouvoir des religions. Donc, voilà, il y a des choses qui se sont mises en place qui ont peut-être à certains moments accentué ces pressions. Donc, ces femmes étaient présentes, elles existaient, et en remettant en lumière ces femmes au même titre que les hommes, on va pas pour ça qu'il faut effacer les hommes, évidemment. Non. Mais je veux dire, il faut remettre toutes ces femmes en lumière et s'apercevoir qu'il y en a plein. Qu'elles ont elles aussi fait des tas de choses, qu'elles se sont battues, qu'elles ont été des vraies rebelles, des combattantes. Là, je suis très contente de voir pour Joséphine Baker. Évidemment, c'est la résistante, etc. Il y en a eu plein. Moi, je suis au Musée de l'Homme, il y a Germaine Tillon. Bon, et il a fallu attendre maintenant. Voilà, bien sûr, beaucoup plus tard. Bon, c'est seulement la sixième femme au Panthéon. Mais on n'est pas encore arrivé, là, non, mais en plus là, on a fait pas mal ces dernières années, vous voyez, parce que quand même, Germaine Tillon, tout ça, Simone Veil, et puis voilà, d'un seul coup, on a augmenté considérablement le nombre de femmes, mais avant, on pouvait toujours attendre. Donc voilà, on peut pas régresser en même temps. Voilà, donc je pense que c'est important parce que là, du coup, les femmes vont se sentir légitimes. Elles vont pas penser que non, on est moins bien pour ceci ou on est plus on est plus proche de la nature, on est plus proche pour donner des soins, pour être dans l'empathie et tout ça. Mais non, c'est notre éducation aussi qui a fait ça. Mais au départ, si au départ vous voulez faire d'une fille une guerrière, vous pouvez faire d'une fille une guerrière. Hein. Si vous voulez au contraire faire d'un garçon quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, etc., vous pouvez là aussi. Si vous voulez en faire évidemment un guerrier, c'est une autre éducation. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y a une influence extrêmement importante de l'éducation, parce que tout ça c'est beaucoup du culturel. Éducation, alors je mets je voulais simplement dire qu'il y a l'éducation évidemment qui est donnée par les parents, mais après il y a l'éducation de l'intégralité de la société, c'est-à-dire de tous les imaginaires qui sont projetés dans les films, dans les séries, dans les bouquins. Donc l'éducation, elle ne se fait pas uniquement par les parents. Je voudrais pas mettre non plus tout le poids sur les parents. Bien sûr. Que finalement, ça marche pas que comme ça. Non, il y a toute la société, mais là les parents actuellement, je pense que moi je vais vous dire, mais par rapport à maintenant, moi, mon éducation par ma mère, c'était horrible, quoi. C'est-à-dire que j'avais une éducation de fille. Voilà. Je suis pas surpris. Donc voilà. Et là, ça a énormément changé ces dernières années. Moi, j'espère à ma fille, j'espère ne pas lui avoir donné l'éducation de fille. Voilà. Parce que je crois. Mais c'est ça, c'est quand même important. Mais vous avez tout à fait raison, évidemment. On n'a pas porté. Mais je pense que la société y fait beaucoup. Et là, on voit que les choses ne peuvent bouger que si la société commence à bouger, à réagir, à ne plus accepter l'inacceptable. À changer un peu la façon de voir ces rapports entre les hommes et les femmes, ça c'est clair. Mais je crois qu'il faut que notre travail préhistorienne, historienne, etc., c'est de remonter le temps et de montrer que voilà, il y a tout un passé aussi qui montre que les femmes ont été créatrices, qu'elles ont apporté à l'évolution des sociétés. Et c'est ça qui est important à mettre en lumière, qu'elles sont légitimes et que parce que comme vous dites, si nous on pense qu'on n'a pas vraiment d'histoire parce qu'on a toujours été caché par les hommes, bah, c'est sûr que c'est difficile de vraiment essayer avec force de changer les choses. Non, et je pense sincèrement que votre livre participe, alors évidemment à son humble niveau, hein, il y a 1000 choses qui se passent, mais il participe justement à la réinvention des imaginaires autour de la femme, du rôle de la femme,
Et là, cet épisode, évidemment, participe aussi à ça. Donc, merci beaucoup pour ça, parce que c'est, je crois, hyper important. Alors, bien sûr, souvent, c'est les femmes qui vont écouter plus que les hommes. Donc, j'invite toutes les femmes qui écoutent de le donner à leurs mecs, à leurs parents, à leurs amis, etc. Parce que c'est hyper important que les hommes aussi entendent ce genre de discours, je crois. Enfin, il me semble, pour déconstruire tout ça, en fait. Non, mais je pense quand même, moi, j'ai eu plusieurs lecteurs, ou bien même lorsque je fais des dédicaces ou des conférences, j'ai plusieurs hommes qui sont quand même très très sensibles à ça et qui prennent conscience ou qui disent tiens, je savais pas, qui découvrent des choses et qui sont très ouverts. C'est pour ça que je pense que on pourra réussir à briser ce système de domination qu'ensemble. Voilà, il faut, et que c'est pour ça qu'il faut, quand une lectrice me dit, tenez, vous pouvez me dédicacer ça, je vais l'offrir à ma fille. Je dis, il faut l'offrir, le livre, l'offrir aussi à votre fils. Complètement. et je le dis souvent parce que c'est amusant de voir, c'est souvent ça. Ah oui, je vais l'offrir à ma fille. Alors je dis non, aussi à votre fils. Ouais, mais voilà, mais c'est important, je dis ça. Et puis à votre mari aussi. Voilà, votre mari, bien sûr. Mais donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il faut être toujours pour. Et moi je pense que là, il faut vraiment qu'on arrive à briser ce plafond de verre là de ces dominations. Bon, et je pense qu'il y a plein de choses quand même qui se passent. Enfin, je veux être optimiste parce que sinon. Mais en tout cas, c'est. Oui. Non, mais il faut. Le problème, c'est que malheureusement, et j'ai une pensée pour toutes ces femmes en souffrance actuellement dans certains pays. Là, c'est vrai que nous, bon, c'est pas toujours très rose et il y a encore beaucoup de choses qui vont pas, mais là, j'ai vraiment, pour moi, je pense notamment en ce moment, bien sûr, aux femmes afghanes et tout ça, et c'est très très dur, parce que c'est des vraies souffrances psychiques, mais aussi physiques. Hein, donc voilà, et toutes ces femmes, voilà, et si on casse, par exemple. Vraiment cette façon de faire la guerre par le viol et tout ça, voilà, il faut briser tout ça. Il faut qu'on arrête que les femmes soient toujours là pour être un espèce de comment on peut dire d'argument des uns ou des autres. On joue sur ça. Bon, voilà, je pense qu'il faut. Mais en tout cas, j'ai une pensée pour toutes ces femmes en souffrance. C'est vrai que pour nous, ça s'arrange un peu, mais j'ai toujours beaucoup de chagrin, ça montre aussi que ça peut se retourner assez rapidement, malheureusement. Exactement, il suffit de quelques personnages, voilà, de quelques dictateurs ou quelques personnes, voilà, qui ont d'un seul coup pour se valoriser, vont dire des choses absolument horribles. Ouais. Parce que quand même, quand j'ai entendu par un chef taliban que c'était vraiment une réflexion absolument horrible de dire un homme vaut 2 femmes. Ah bon? Comment? Mais t'as pas eu de mère ou quoi? J'avais envie de lui dire, mais t'as pas. T'es né d'où? Toi, tu sors d'où? C'est terrible. Comment on peut dire ça? Je veux dire, qu'on soit un homme ou une femme, voilà, c'est 2 êtres humains. Égaux, il y a pas, mais donc c'est pour ça que il faut être optimiste, c'est vrai, parce que pour nous, mais il faut avoir une pensée et on peut pas faire grand chose, mais en tout cas se révolter en tout cas contre ces situations. Marie-Hélène, merci. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte, justement. J'aimerais bien claquer la porte à toutes les maltraitances. Voilà. Pour moi, c'est quand même fondamental que cette maltraitance souvent envers les femmes, hein, le plus souvent envers les femmes, s'arrête, quoi. Cette violence s'arrête. Qu'on arrête les viols, de tuer, alors qu'on arrête de me dire qu'on tue par amour. Non, c'est pas. Voilà, il faut vraiment, à mon avis, claquer la porte, la mettre dehors, chasser cette violence envers les femmes. Nécessairement. Merci beaucoup, Marie-Hélène, c'était passionnant. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Vlan.
Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.